Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles en fait. Des mauvaises nouvelles qui concernent plutôt les tarifs et la guerre commerciale avec une réponse assez musclée de la part de la Chine. Des bonnes nouvelles qui concernent plutôt les taux et également les chiffres de l'emploi. On va parler de tout ça. Donc je pense aujourd'hui pas mal de fondamentales. Allez, on y va pour l'intro. Alors, mauvaise nouvelle, et c'est ce sur laquelle ce matin Bitcoin a un petit peu rendu la main. C'est l'annonce de la Chine. Vous voyez qu'il le fait sur la zone pivot, hein, la zone ici rouge, celle qu'il faut globalement regagner, que je considère pas forcément comme le point de contrôle de toute cette structure. Le point de contrôle est un petit peu plus bas, mais que je considère quand même comme une zone vraiment très importante. Vous voyez qu'on pivote un peu tout autour, on rentre dans un territoire qui est plutôt bullish quand on arrive à la passer, et malheureusement sur les diverses news, eh bien c'est plutôt une zone de repli. Grosso modo, la Chine annonce elle-même également nous les gars, on fait aussi 34% sur les biens américains chez nous. Donc réciprocité des tarifs. Vous nous mettez des tarifs réciproques et on l'a dit sur des bases un petit peu bizarres au niveau du calcul. Bon, la Chine répond nous on va faire très exactement la même chose. Donc là-dessus, les actions européennes ont bien vacillé ce matin. On va voir la clôture, comment ça se passe, mais on va pas tabler sur une clôture américaine au vu de, sur une ouverture américaine qui soit bullish, au vu déjà de ce que nous disent les futurs. C'est-à-dire qu'on est sur une belle dégringolade. Il faut bien comprendre ici que, et c'est ce que j'ai posté hier également, finalement on a d'une certaine manière des futurs qui rendent 10% depuis une semaine là, et Bitcoin n'a pas rendu 10% du tout. Bitcoin a plutôt rendu 5 ou 6%. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je tape sur un rebond aujourd'hui quand même, c'est-à-dire que je pense que ça va... De toute façon, ça va ouvrir en gap, ça paraît assez évident. On a désormais deux gaps sur la route qui ont été creusés par les futurs, par rapport à des nouvelles qui sont plus ou moins passées la nuit ou pendant les sessions, bien évidemment, asiatiques et ou européennes. Voilà, en l'occurrence, ici, il faut bien comprendre qu'il y a un moment donné où peut-être qu'on viendra fermer ces gaps. Donc il y aura un rebond du chat mort, si on peut dire ça comme ça, et ou un rebond. S'il n'y en a pas, enfin si c'est pas complet dans les prochaines 48 heures, ça veut dire qu'on est sur un événement plus typé Covid, c'est-à-dire un drop beaucoup plus important. Mais en tout cas, de ce que j'en vois, euh, Bitcoin finalement résiste pas mal, d'accord. Enfin, ça peut être, vous voyez, on le montrait là sur les futurs sur S&P, et globalement, voilà, moins 8, d'accord. On a un Bitcoin qui corrige moins que les 500 plus grosses capitalisations américaines. Alors, il peut rendre la main beaucoup plus bientôt aussi, c'est possible. Tout cela reste bien évidemment possible, mais en soi, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que on arrive sur une certaine forme de maturité, d'accord. Si on avait eu ça il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans, il faut bien comprendre que Bitcoin aurait probablement rendu 30 ou 40% de sa valeur sans trop de problèmes. Aujourd'hui, du fait de sa market cap et d'une certaine quand même adoption institutionnelle, il y a une forme de maturité quand même, je trouve. Derrière, les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, c'est quand même plutôt que, en fait, on a eu un rapport sur l'emploi aujourd'hui et on a également le consensus qui est sorti. Donc le consensus, on en avait parlé, nous on avait plutôt tablé sur 2,6 si je ne me trompe pas. C'est pas vraiment un consensus, on n'a pas encore le vrai consensus, on a le forecast de Trading Economics pour le CPI. Le CPI, l'indice des prix à la consommation, et on est toujours sur une diminution. Je crois qu'on a à peu près la même chose, nous on a fait une vidéo sur l'inflation, et je me sens qu'on avait prévu 2,6 nous. Globalement, voilà un petit peu où est-ce qu'on pourrait être. Donc le marché va commencer à pricer ça, c'est déjà un petit peu en train de se faire. Mais globalement, une inflation qui devrait se calmer sur le prochain CPI, à savoir le 10, pourvu qu'il soit au consensus, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a eu les NFP, c'est-à-dire rapport sur l'emploi, où pour le coup, on a une légère augmentation du chômage. Il y avait un forecast qui était à 4,1 et on est à 4,2 de chômage. Donc, ces choses-là sont plutôt bien au sens où un chômage qui surchauffe très légèrement ne nous dérange pas, au sens où petit à petit, au fur et à mesure qu'on se rapproche des 4,5%, et moi je dirais même 4,3%,
Powell a de plus en plus les mains liées, rapport assez tôt. Et on le voit aussi finalement sur toutes les prévisions un petit peu d'inflation. Vous voyez ici, on est sur donc cet outil du CME qui est plus ou moins un sondage. Qu'est-ce que vous pensez que va faire Powell? Et là, on est sur le 7 mai. Vous voyez que ne serait-ce que, hier, on était à 80-20, c'est-à-dire 80% du marché qui pensait que les taux allaient rester inchangés au mois de mai. Et là, vous voyez qu'on a déjà plutôt 60-40 et 40% du marché qui pense que il y aura pivot, ne serait-ce que le 7 mai, c'est-à-dire le 7 mai, c'est dans 33 jours dorénavant, d'accord? Et également, le marché est en train de dire pour sûr, ou quasiment pour sûr, la moitié du marché pense qu'on aura un pivot de 0,5 en juin. 43% du marché pense qu'on aura un pivot de 0,5 en juin, ou en tout cas deux pivots de 0,25, hein, c'est pas la question. Et puis également que le niveau des taux sera quoi qu'il arrive. Vous voyez, quasiment 100% du marché pense que le niveau des taux aura baissé sur juin. Alors que encore hier, on était à 21%. D'accord? Donc ici, il faut bien comprendre qu'il va y avoir un retour de la machine à billets. Le marché est censé le mettre dans les prix à un moment donné, puisque c'est plus ou moins ce qu'il est en train de forecaster. Et on a un gros repli des 10 ans, on a un gros repli de... Voilà, il y a des tas de choses qui nous disent que la liquidité va revenir. D'accord? Maintenant, on a effectivement cette guerre des tarifs qui fait que malheureusement, on a court terme peut-être encore un petit peu de souffrance. Également, et par ailleurs, on voit que Ether, BTC, alors là on est en 15 minutes, c'est peut-être un petit peu, mais est toujours voilà, en train de diminuer, peut-être trouver un petit support ici. On va voir s'il le perd, mais en gros, il y a un petit quelque chose depuis désormais quelques jours, on va dire, ouais, depuis hier en fait. Ouais, c'est ça. Petit support ici, mais vous voyez que c'est toujours très très distributif sur la trend, d'accord? La seule chose qui peut casser une oblique, c'est un horizontal, hein. Je dis souvent que les choses à plat cassent les choses qui sont obliques en général. Et puis sur Ether versus dollar, on tient le 1 heure du bas là, pour le moment. Maintenant, vous voyez que ça fait un paquet de fois qu'on tape au carreau là, et globalement, entre 1833, pour le moment on est bloqué un petit peu entre 1833 et 1777. Si on arrive à tabler, alors on l'avait presque fait ici, hein, mais à tabler une jolie épaule inversée en figure de bottom, ça serait une bonne chose. Pour le moment, c'est pas forcément ce qu'on voit. On est plutôt en train de se balader en crabe ici. Encore une fois, entre 1833 et 1776. Grosso modo, on est d'accord, le fond de la structure reste baissier. Il est probable qu'on sorte de ce range par le bas pour essayer d'aller visiter 1669. C'est une possibilité qui est assez forte, sauf à dire qu'il y a cette fameuse figure de retournement. Donc casser le haut, c'est potentiellement revenir ici. Casser le bas, c'est potentiellement venir ici. Ok. On va voir la liquidité, peut-être, pour donner une première direction. Mais en tout cas, c'est assez intéressant à regarder. Et en ce qui concerne... En fait, c'est vraiment une très belle période pour être vivant, je trouve. On est dans cet isolationnisme américain qui remet en cause absolument tous les fondements de l'économie, d'une certaine manière, depuis 1945. Organisation mondiale du commerce, etc. Et je trouve que c'est what a good time to be alive, comme disent les Américains. On va voir quand même des choses extrêmement intéressantes prochainement. Ici, petit support, oui. Petit support, oui. Distribution aussi. Donc sur l'alcool, dominance. Pas de signe de retournement, en tout cas à ce stade. Petit support certes, mais pas non plus. On n'a rien d'incroyable, d'accord. C'est toujours très distributif également. Donc attention aux altes. Ce qu'on disait aussi et qui me semble quand même important, peut-être pas en weekly, mais en daily, je pense qu'on le verra. Ah ouais. Eh bien, c'est que, pardon, voilà. Le risque ici, bon voilà, il faut vraiment plus ou moins quand même tenir. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est très énervant. D'accord, autant pour moi. C'est des fois les calculs un peu. Voilà, le risque ici, si on perd par le bas, c'est pareil, c'est d'avoir une forme de continuation de ce qui s'est fait là. D'accord, donc impulsion, correction, impulsion supplémentaire, nouveau retour en bas, point bas pour les altcoins, qui pour beaucoup sont sur support. Donc
Celles qui sont sur des jolis supports pourraient y rester et les autres pourraient revenir dans cette zone-là. Donc on veut voir ici une structure de retournement et la perte de la structure ici n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle sur le total 3. D'accord, on n'arrive pas à faire de plus haut et ici vous le voyez, en fait on est peut-être sur un DEL de faire une ABC là-dedans. En tout cas, ça reste pareil, c'est-à-dire que l'alcool de dominance est en crabe entre 22% et 20% en ce moment. Est-ce que c'est un range de réaccumulation ou est-ce que c'est juste un temps où on en profite pour exit pump, hein, en gros, enfin pour sortir, et un moment de sortie, un moment distributif qui lui-même va nous ramener finalement sur un point bas. Au moment où ça craque en bas, c'est un peu la question. Personnellement, vous me demandez mon avis. Ah bah non, je vous entends pas puisque vous pouvez pas me parler, mais si personnellement vous me demandiez mon avis, qu'est-ce que je vous dirais ? Je vous dirais que c'est un range de réaccumulation et que le point bas n'est pas loin d'être trouvé sur les alts pour finalement arriver à casser cette distribution-là. Mais, donc pourquoi je dirais ça ? Parce qu'on est dans un contexte extrêmement favorable. Retour de baisse des taux, d'accord ? On a des taux qui ont fait comme ça. C'est finalement à ce moment-là hein, que les alts ont fait ça. Enfin, on a les taux qui ont fait comme ça, la diminution. On a eu un plateau depuis un certain temps avec un petit peu une indécision. Et là, on est quand même plutôt en train de se dire, ok, on revient sur une baisse de taux. À savoir, est-ce qu'il va y avoir une récession ou pas ? Pour moi, elle sera plus tard. C'est-à-dire que maintenant, le marché la pricera toujours en avance. Il n'y a pas de souci avec ça. Le marché a toujours 6-8 mois d'avance. Donc, est-ce qu'il y aura une récession ? Si vous me posez la question, est-ce que le marché va pricer une récession là tout de suite ? Je vous dirais que probablement pas. Mais que c'est possible, d'accord, tout est possible. Et cette guerre du commerce n'est pas, bien évidemment, une forme de bonne nouvelle. Il faut comprendre que on utilise des termes journalistiques qui sont extrêmement malveillants. On parle de guerre du commerce, d'accord. On parle de isolationnisme. Vous comprenez que ces mots-là, ils ont une dimension journalistique qui est extrêmement anxiogène, d'accord. Mais en vrai, bon, réindustrialiser un pays, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi ? Je me pose la question, d'accord ? C'est-à-dire, est-ce que si la France se refait une industrie, par exemple, ça sera une mauvaise chose au final ? Je ne suis pas capable de dire que... Enfin, je n'ai pas le caractère anxiogène de ce que ça peut amener là tout de suite. Donc, des économies qui se referment n'est certes pas la tendance du moment, n'est certes pas quelque chose d'extrêmement... Surtout dans un contexte où on a bâti l'Europe sur une zone de libre-échange, etc., toutes ces choses-là, et où, depuis notre plus tendre enfance, on a été bercé avec, entre guillemets, cette jolie berceuse qui est effectivement l'organisation mondiale du commerce, le fait que les biens doivent circuler librement, et que c'est très bien que l'usine du monde soit la Chine. Voilà, je pose la question. Ensuite, donc du coup, voilà, pour moi, range de réaccumulation. Maintenant, le problème, c'est si... Le marché doit pricer une récession, c'est retour ici à la case, retour à l'envoyeur, voire même plus bas. D'ici, on a 19%. Vous vous rappelez qu'on avait évoqué des scénarios où l'alcool de dominance peut aller à 12%, d'accord ? Qui sont en fait des scénarios où non seulement on perd le bas, là, ici, mais en plus, on perd ça. Et du coup, le scénario, ici, le plus horrible, ça serait... Impulsion, correction, impulsion supplémentaire, 13% sur l'alcool dominance. On revient ici sur un scénario typé post-Covid, hein, d'accord, où là, pour le coup, à partir de août 2020, toutes les altes s'étaient littéralement écroulées. Alors, le Covid était plutôt là, ou par là, et puis ensuite, vous voyez que vous aviez quand même eu impulsion, correction, impulsion, impulsion, correction, impulsion. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Finalement, là, on dira, mais c'est évident depuis le début. Les alts sont dans un range entre 12 et 37%. Faut pas toucher aux alts tant qu'on n'est pas à 12%. Et il faut les vendre quand vous arrivez sur la zone des 35, d'accord ? Ça aura une gueule de range au final. Bah, à voir. Voilà. Vous me posez la question, moi je vous dis que... Pardon. Tout cela est une réaccumulation. Maintenant, s'il y a un vrai signe noir, on y va. On va aux 12%, ok ? Donc gardez un peu de cash pour cette zone-là, au cas où, d'accord ? Bah voilà pour la partie technique, on va vite fait faire les news parce qu'on a déjà quand même beaucoup développé les news et que ce serait peut-être plutôt pas mal pour une fois de faire une vidéo plutôt courte. Les news. Alors, ici sur X, qu'est-ce que j'ai retweeté ? Bah bien évidemment, dès le 10 avril, 34% des droits de douane sur les produits américains, mais également aussi, oui, contestation auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Donc la World Trade Organization
qui a été saisi par la Chine. On va voir ici ce qu'il en ressort. Et là, du coup, les actions européennes, mais aussi Bitcoin, Ethereum, qui ont rendu la main sur cette information qui est sortie il y a un petit peu plus d'une heure. Ici, oui, on avait fait une vidéo dernièrement sur le private credit, sur BlackRock et CNBC, qui commence un petit peu à sortir un peu l'histoire. Et sur Ether, on avait une target à 1836, je pense qu'elle a été touchée entre-temps depuis, ça c'était il y a une quinzaine d'heures. Je pense qu'on a touché cette target. Ici, Trump qui présente une carte verte américaine où vous payez, vous l'avez globalement. Et en soi, c'est pas bête non plus. Enfin, je suis désolé, ça peut choquer. Mais immigration choisie, pour le coup. Ça peut être pour des très gros potentiels intellectuels, donc des développeurs, des choses comme ça, ou directement, vous avez votre carte verte à vie qui est payée par votre boîte. La cible étant aussi, bien sûr, les oligarques russes. S&P 500 qui malheureusement n'a pas fait ce retournement, on n'a pas redépassé ici cette barre et on n'est pas venu combler le gap. Je vous ai montré le gap ici. Vous voyez que la session a été pas très jolie après derrière. Et puis là, ce que j'expliquais, qui est vraiment de dire, en fait, avec un S&P qui rend 5 ou 10, 5, 7%, Bitcoin finalement rend moins. Pour le moment en tout cas, voilà. Ici, on passe sur Wall Street Journal, on passe sur ce support-là également. Gros outflow, j'ai pas gros outflow sur les ETF, j'ai pas rendu ici. J'ai pas mis les outflows d'hier, on va regarder vite fait. Donc Ethereum qui rend 3 millions hier et Bitcoin qui rend 100 millions. Il avait rentré 250 le jour d'avant. Donc voilà. Ici, on en parle assez peu aussi, mais c'est plutôt un sujet intéressant. Est-ce que les tarifs ne vont pas impacter les mineurs, puisque j'allais dire les Bitax, mais les ASICs vont théoriquement être plus chers. Donc c'est une info intéressante. Vous payez vos ASICs plus cher, du coup le coût de revient de Bitcoin est plus important. Le coût de revient de Bitcoin est plus important, du coup vous avez des mineurs qui vendent leur Bitcoin pour pouvoir joindre les deux bouts. Pourquoi pas? Après, visiblement, Trump voudrait faire du mining de Bitcoin made in US une priorité nationale, donc peut-être que les ASICs vont sortir de cette histoire de tarifs, on ne sait pas encore. Ici on en a parlé, mais le marché du travail qui finalement se détend un petit peu. Et la Chine, on en a parlé aussi également. Grosse news économique à venir. C'était aujourd'hui le Job Report qui, encore une fois, pour moi, est très bon. Donc ça, c'est plutôt peut-être aussi pour ça que... Alors, c'est un carnage sur le S&P, mais pas trop sur Bitcoin, ni Ethereum. On va voir. Il a rendu la main, effectivement, de ses gains qu'il avait fait sur la journée d'hier, mais c'est pas non plus incroyable. Et puis, la semaine prochaine, minute de la Fed, on s'en fout un petit peu. Je pense pas que qu'il y ait vraiment énormément de choses à dire, parce que Powell a été... Globalement, quand on a des minutes sur lesquelles on a eu des projections, comme c'était la dernière fois, c'est un meeting sur deux, les minutes n'ont pas grand-chose à dire. Et puis le core CPI, bien sûr, pour jeudi, qui, on l'a vu, théoriquement, va nous donner 2,5, théoriquement, d'accord? Donc le dernier était de 2,8, donc ça veut dire qu'on a une inflation qui se calme. Les liquidations avec 244 millions, on voit qu'on a liquidé autant de long que de short. Je dirais que le prix est monté puis il est descendu. Donc globalement, en tout cas, si on peut tirer une conclusion de cette histoire-là, c'est que en ce moment, sur une montée-descente, on est autant longué que shorté, d'accord? Puisque le prix a vraiment fait une raquette un peu dans les deux sens. En tout cas, sur les dernières 24 heures, ça paraît relativement évident. 165 millions sur Bitcoin et Ethereum. Il y a aussi une forme de désintérêt pour les altcoins. Vous voyez qu'avec juste 3-4 chiffres, simple, vous voyez, vous avez quand même des infos à sortir. Vous voyez qu'ici, on est à 170 millions. Donc, il y a à peine 70 millions qui a bougé sur les altcoins. Et on liquide surtout du long sur les alts, même si la map est un tout petit peu mitigée. Carnet d'ordre, on est vide. Si on doit remonter à 88 et on commence à être chargé si on doit descendre à 77. D'accord, donc il y a du monde à l'achat pour le moment dans la zone. Les marchés en levier,
Alors, est-ce qu'on considère qu'on a pris ça ou pas? Pour moi, non. Pour moi, on prend ce type de gros 2 pixels, il faut une belle mèche dessous, d'accord? Là, une belle mèche dessous, ça nous emmènerait à minima à 80 800, et là, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, je considère qu'on n'a pas perdu le gros. Par contre, celui-ci a été pris. Derrière, ici, ça se tient. On est shorté sur une partie de la montée, puisque j'ai un funding qui est en descente et un prix qui est en montée, d'accord? Ce qui me dit, bon bah écoute, en fait le marché va à contre-courant. Ici vous voyez la raquette de liquidation, et quand je vous dis bon que globalement si on prend à peu près sur 24 heures, on a eu un aller-retour du prix, tout simplement. Et là vous voyez que on a liquidé autant de longues que de short. La différence ici c'est que les longues on les prend par surprise, boum, ça descend très vite. Les shorts on les prend petit à petit. Et ensuite, j'ai l'impression que ça se met à peu près normalement. On va regarder un petit peu plus de près quand même. Voilà, là on a quand même une diminution du prix avec augmentation du funding. Donc on a du long sous la structure ici. Ça serait pas très étonnant qu'on ait une impulsion, une correction, une impulsion supplémentaire finalement, hein, pour aller viser 80 800 et ou quelque chose dans ce genre-là. Donc impulsion, correction, impulsion. Pourquoi pas? Ça collerait pas mal. On va voir s'il y a effectivement beaucoup de liquidité en dessous du prix. On va refresh ça. Bon, on voit qu'on est venu en tout cas chercher des zones de valeur intéressantes. Ici, on voit qu'effectivement on est un petit peu longué dessous, en tout cas depuis ce point-là. Ça me paraît logique. Ici, il y a une belle autour des 82 146, il y a une belle position. Vous la voyez ici en valeur, avec une petite bulle un petit peu plus grosse que les autres. Et en termes de short, on est bien chargé au-dessus, donc ça va aussi. Effectivement, on est légèrement shorté sur le top. Ici, ce que vous voyez iBlock, et qui est peut-être déjà plus globalement dans l'idée, c'est qu'en fait on était shorté là globalement et qu'on est venu les chercher. Donc pour le coup ici il y aurait peut-être moins de monde au-dessus de la structure que ce qu'on pourrait penser. Et là-dessus je trouve que effectivement c'est assez intelligent que de le penser. Là une semaine, bah, elle est complètement nettoyée en haut dorénavant, hein, avec le mouvement qu'on a fait ici, et on a une belle poche de liquidité. Alors là pour le coup je vous parlais de 80 800 tout à l'heure, c'est effectivement un peu la zone où on est le plus chaud, c'est 80 500 si on y va, donc impulsion, correction, impulsion supplémentaire. Attention, on est bien shorté aussi, hein, là quand même, enfin pour le coup, c'est ce que je vous expliquais aussi, il y a quand même du monde au-dessus là, hein, en ce qui concerne la une semaine, ça commence à créer une poche. Ce qui serait fantastique, c'est qu'on remonte là mais sans prendre la poche, et petit à petit en fait que on fasse grossir cette poche de liquidité ici en 84 et 88. Imaginez dorénavant, on a parlé hier pas mal quand même d'un possible range 82-88, on est un peu chargé dessous là, hein, vu qu'on vient d'y retourner. Vous comprenez ici qu'on avait fait cette petite montée, certes. Là, on avait déjà un peu de liquidité en dessous, certes. On était venu en croquer une partie. Mais que maintenant qu'on vient de retourner là, ben, celui qui long maintenant, il risque de se retrouver dans la liquidité d'une certaine manière, en tout cas dans son prix de liquidation, puisque c'est la deuxième fois qu'on y va. Ether, même délire, c'est-à-dire on avait mangé ici la liquidité One Week hier, et puis à force si on larve un petit peu en bas, on crée en même temps une poche de liquidité effectivement autour des 1900 et plus, hein, 1980 aussi également sur la One Week, mais comme on larve en bas, un petit tour sous la structure ne serait pas de refus, d'accord? Donc, moralité et conclusion de la vidéo. Tout cela est bien chargé en bas quand même, je trouve. Si ça tient, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté institutionnelle de retourner le prix dans ces zones-là. Globalement, le contexte est pas si mauvais que ce qu'on pourrait penser. Voilà, j'allais dire le contexte est très bon. Bon, non, on a quand même une guerre commerciale avec des pays qui se tapent dessus. En termes de tarifs, on va dire que c'est un événement qui peut, surtout compte tenu là, de la réponse des Chinois, etc., se transformer en truc un petit peu dégueulasse. Maintenant, je trouve que la tambouille est assez fantastique parce que moyen terme, on sait que les taux vont baisser et court terme, on a de la très mauvaise news, donc potentiellement un marché qui est déprimé, d'accord?
Donc je dirais dans ce cadre-là, marché vendeur, donc voilà, il faut respecter, hein, d'accord. Peut-être ces zones-là sont intéressantes, encore une fois, 77 ici pour faire effectivement ce genre de choses. Et sur de la structure, donc voilà, cette boîte de liquidité, on commence vraiment à la lorgner quand même assez fortement, surtout qu'on la revend bas, encore une fois. Et sur de la plus petite UT, grosso modo, ça vous donnerait un truc un peu dans cet esprit-là, d'accord, pour le moment. Donc pas forcément percer la boîte de liquidité qui est ici, mais peut-être plus essayer d'aller chercher sur la une semaine ce qui se passe autour des 80 200, 80 500. Hein. Je trouve que ici, par exemple, cette ligne bleue, là, 81, voilà, dans cette zone. Pour ça, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on perde ce 1 heure là pour finalement venir échouer sur celui-là, d'accord. Donc vous les voyez là, les niveaux jaunes en 1 heure sont en ce moment les endroits où il y a des rebonds, etc. Donc c'est pour ça qu'on les regarde. Grosso modo, ouais, vous avez peut-être ce genre d'épaule tête épaule ici en correction qui peut vous donner une forme de target, hein, là, comme ça. Pour le coup, ça irait un peu plus bas que ce que j'annonçais. C'est-à-dire 77, encore une fois, on y revient un petit peu. Donc voilà. Et en revanche, bonne nouvelle. Je trouve que déjà l'emploi est une très bonne nouvelle qui soit au-dessus du consensus. Maintenant, dans la même journée, on a aussi des trucs un petit peu plus dégueulasses. Donc voilà un peu l'idée en ce qui me concerne. C'est plutôt baissier dans l'esprit, mais je trouve qu'on n'est pas loin d'un sweet spot en ce qui concerne le moyen/long terme, sauf signe noir. Hein. Vous l'aurez compris, on a présenté aussi ce scénario où il y a un signe noir. Du coup, s'il y a signe noir, je dirais que BTC va assez facilement rendre jusqu'à 67. Je dirais que Ether va assez facilement rendre jusqu'à quelque part entre 1004 et 1005. Et je dirais que les alts vont à 12% de dominance. Si le marché d'un coup se dit c'est sûr, il va y avoir une récession, etc. etc., etc. Typiquement, le genre d'événement qu'on avait eu un petit peu si je ne me trompe pas, c'était en mars 2020, le Covid, la fermeture des frontières américaines. Voilà, ce genre de choses peut assez facilement donner au marché l'opportunité de rendre beaucoup plus. Et en tout cas, sur S&P, c'est typiquement plus ou moins ce que S&P est en train de nous dire, c'est-à-dire que c'est une forme de signe noir, d'accord. S&P a fait sa pire journée depuis mars 2020 justement, hein, d'accord. Ici, c'est rarissime que S&P vienne rendre 10%. Il faut bien comprendre que les Magnificent Seven ont dû perdre une petite trentaine de pourcents de leur valeur là, hein, sur ces annonces-là. Je sais pas, on peut regarder, mais ça doit être un bain de sang en ce qui concerne les Amazon et compagnie. Apple moins 5. D'accord. Ici, vous voyez le double gap aussi. Hein. Amazon moins 8. Pareil, double gap, bim bam boum. Puisqu'on vient d'ouvrir aux US. Donc on va aller voir le gap aussi sur S&P. Voilà, Meta moins 22. Non. Moins 23, ah, pardon, excusez-moi, oui. Je disais, c'est moins 5, je regardais ici. Moins 5 moins 3 pour Apple, mais ça c'est que pour aujourd'hui, d'accord, globalement. Je vais pas vous les faire tous, hein, vous pouvez aller voir aussi, vous êtes grand, mais voilà, globalement, Apple a rendu une petite quinzaine de pourcents, d'accord. Amazon a rendu... Et on regarde pas depuis le plus haut, hein, ici. 20% depuis quelques jours, d'accord. 20% d'une capitalisation comme Amazon, c'est beaucoup, ok. Donc, regardez bien tout ça, bien sûr. Le marché price une récession, des mauvais earnings, etc. Aucun problème. / opportunité d'achat ou pas. Et je discutais hier avec un copain qui est un petit peu dans la finance aussi, et toutes ces choses-là. En fait, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, je vais m'en poser, je vous trouve la charte. Une des questions assez simples à laquelle c'est relativement intéressant de se poser la question. Parfois, vous vous dites, il est où le sujet, en fait. Et c'est assez bien d'avoir une sorte d'elevator pitch, un truc très facile à vous dire, où vous vous dites,
assez rapidement, en fait, ça se résume à ça. Et d'une certaine manière, ici, je trouve, mais d'une certaine manière, la question étant, est-ce que vous seriez prêt, est-ce que vous y croyez à cette histoire? C'est-à-dire, est-ce que Trump va réussir à réindustrialiser l'Amérique? Auquel cas, si vous y croyez, avec un Y et un I, en mode... eh bien, vous penserez que le support ici va tenir sur General Motors, parce que l'idée, elle est totalement là-dedans, elle est de dire qu'est-ce que va faire General Motors d'une certaine manière. Si les gens y croyaient, on aurait ici, cette action devrait montrer une certaine forme de résilience, au sens où les fleurons de l'industrie automobile américaine seraient censés profiter de tout ça. Et pour le moment, vous voyez que General Motors, il a rendu sur les X dernières, ne serait-ce que sur la totalité, une bonne trentaine de pourcents. Et donc là, je pense qu'on est à l'investiture, en gros, là où Trump est élu. Ouais, c'est ça, 20 novembre. Et on a moins 30, d'accord. Et sur les derniers jours, donc sur cette idée d'une trade war, on a moins 18. Donc on est sur un marché qui est plus en train de pricer une récession qu'une réussite de la politique économique de Trump, bien évidemment, puisque vous vendrez moins de GM en Chine, etc. Toutes ces choses-là. Voilà. Et est-ce que GM a réellement un intérêt, au vu des actionnaires, à produire aux États-Unis? C'est bon pour l'emploi américain, ces histoires-là, mais pas nécessairement bon pour le bénéfice par action, on va dire ça comme ça, que peut proposer General Motors à ses actionnaires. D'accord? Donc, voilà un peu toutes les idées mélangées. On vient d'ouvrir là au Stames, donc du coup, on va regarder rapidement un petit œil sur le S&P, parce que de toute façon, une vidéo qui fasse moins de 30 minutes, ça ne peut pas arriver sur cette chaîne. Et globalement, on va y arriver. Il est là, notre ami. Donc, deuxième gap ouvert. Alors, c'est assez rigolo. On est, pour le coup, là aussi sur support. Vous voyez qu'on a vraiment très bien rendu ici. Également, pas très loin, en tout cas, si on devait le voir comme ça, d'une ABC qui nous donnerait A, B et C. D'accord? Là, l'ouverture, voilà. Donc, est-ce qu'on est sur les points bas ou est-ce que c'est un signe noir? Si c'est un signe noir, où est-ce qu'on est? Alors, je vous explique, je vais faire rapidement. On va juste garder ça. Je vais dessiner le gap ici. Celui-là est comblé. Et ici, on a un joli gap à l'ouverture. Donc, soit on a un joli retournement de mi-séance. Vous voyez que la séance est en train de rendre, là, comme les cryptos, depuis que ça a ouvert. Donc c'est très vendeur, soit ça se retourne mi-séance, soit ça perd le support, ça continue à drop, d'accord. Ça c'est le court terme, et à plus long terme, alors déjà on perd effectivement une partie, en tout cas on l'a pas perdu totalement encore, ça peut, si ça tient le niveau et que ça réintègre, c'est plutôt pas mal. Mais on perd un peu cette trend depuis janvier 2020, d'accord, qui était quand même de l'endroit où on fait A, B, C, on se récupère, d'accord. Donc voilà, théoriquement, ça devrait rester aligné de ce côté-là. Donc ça, c'est l'hypothèse où on tient ce support-là, auquel cas c'est nouveau plus haut, d'accord. Ici, on a cette petite montée en biseau qui a été perdue, vous le voyez, on est là dans cette zone-là. Donc on peut effectivement, si c'est la merde, aller tabler sur cette idée d'un retour au 4159, c'est-à-dire encore à nouveau moins 1000. On est parti de 6000, on a rendu 1000 globalement, 5002. Nous, on pensait que le rebond allait plutôt aller à 6000. Bon, il est à 5850. Allez, on va lui donner, le crédit d'avoir au moins fait à peu près ce qu'on voulait quand même. Ici, joli support, certes. Joli trend, certes. Pour moi, il y a un rebond. Et on ferme les deux gaps. Mais j'en suis pas sûr. Mais théoriquement, c'est un endroit où ça devrait au moins réagir. D'accord ? Si ça ne réagit pas, c'est que le marché est extrêmement vendeur. Qu'est-ce qui se passe en cas de signe noir, pour le coup, sur S&P? Vous le voyez en tout cas, et c'est plutôt limpide depuis maintenant plusieurs décennies, S&P est dans ce canal, d'une certaine manière, qui est la machine à billets, d'accord. Si je vous le montre, on le regardera après vite fait, mais... Et globalement, donc ça c'est la machine à billets, ça veut dire qu'il se charge de au moins égaler l'inflation. Et quand il y a des signes noirs, vous le voyez ici en 2008, il vient sur son bas de canal, d'accord. Ici, pareil, signe noir, ça nous ramène en 2020, il vient sur son bas de canal. Bas de canal, j'entends par là qu'il y a un canal dans le canal. Vous voyez ici le canal qui se sépare en trois.
Quand tout va bien, on reste dans ce canal du haut. D'accord. En tout cas, je le vois comme ça. Hein. C'est assez facile d'ailleurs. Même, comment dire, c'est c'est une analyse très simpliste. Mais il y a de la morphopsychologie hein, dans le trading. C'est-à-dire, vous regardez des formes et en fait, c'est juste de l'aide à la décision qu'on fait là. D'accord. C'est pas. Voilà. Et donc, ça va bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça se remet. Première ligne ici, c'est on reste dans un territoire assez normal. Donc si S&P rend jusqu'à 4008, ça reste entre guillemets des mouvements de marché qui restent assez normal, d'accord. Ce qui irait dans le sens là ici de revenir en vague 2 du biseau, hein, globalement à peu près. Et en revanche, si tout ça c'est le biseau qu'on perd actuellement ce qui se passe, etc., etc., on peut assez facilement se dire que S&P peut revenir à 3008, 4000, d'accord. Donc ça c'est signe noir. Ça veut dire que là, vous verrez un Ether à 1000 ou 1500 $, vous verrez un Bitcoin à 67, vous verrez toutes ces choses-là. Ça, c'est tout va bien et globalement, même S&P pourrait aller, entre guillemets, quasiment là, donc rendre encore 400 points, rendre encore une dizaine de pourcents. Que BTC et Ether rendraient sensiblement un tout petit peu moins, voire la même chose, d'accord. Et voilà un peu l'idée, d'accord. Vous avez compris ici tout le concept. Ça, c'est une nouvelle crise financière. Ça, c'est correction. Correction comme on avait eu là, d'accord. Maintenant, je vous le rappelle, la machine à billets est en train de revenir. Le fait qu'on corrige comme ça peut la faire revenir plus vite. Hein. Il faut comprendre qu'un Américain, il a quand même toute sa confiance, elle est quand même aussi sur les marchés financiers, puisque il est en mode retraite, retraite en 401, retraite par accumulation. Donc, quand vous vous dites, bah putain, j'ai quand même perdu, je viens de perdre un tiers de ma richesse, en fait, celle qui était prévue pour que je donne quelque chose à mes enfants à la fin et que je vive tranquillement sur une plage à Hawaï, eh bien, quand vous dites ça, quand vous dites ça, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'au niveau de la confiance, c'est pas super. Donc voilà, S&P, voilà, c'est soit ce support-là, soit le support actuel, soit quelque part entre les deux, ici sur cette traîne. Pourquoi pas dévier un petit peu même et venir sur cette vallée. Ok, voilà, c'est un peu l'idée. Avec chaque territoire étant un territoire de correction plus important. Je ne serais pas du tout étonné si là tout de suite, au moins, S&P nous donnait la fermeture de ces deux gaps-là, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, d'accord. Pour ça, il va falloir un catalyseur. Marché de l'emploi peut en être un, une déclaration de Powell, une déclaration de Trump, quelque chose qui se calme sur les tarifs. Voilà, ou juste même simplement le fait qu'on reprenne le premier gap et que du coup on se dirige assez facilement vers le second, d'accord. Donc voilà, c'est un avis. Signe noir, encore une fois, c'est possible. Celui qui veut prendre le risque ici de jouer la fermeture de ces deux gaps, je trouve que c'est plutôt futé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Beaucoup de blabla à la fin, mais du coup c'est ça qui est chouette. Je trouve que de prendre le temps et de discuter, bah finalement c'est plutôt sympa. Et que on a des choses super intéressantes qui se passent en ce moment. Moi je trouve que c'est vraiment, encore une fois, what a good time to be alive, parce que on a au moins des développements et c'est vraiment chouette de voir un monde qui change un petit peu et d'essayer de spéculer, d'anticiper sur ce qui va se passer derrière. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour sera... Tiens, combien avez-vous de comptes bancaires, de cartes bleues Voilà, est-ce que vous avez 2 cartes, 3 cartes, etc. Moi, je tourne au moins à 4, mais parce que il y a la boîte, il y a aussi les cartes des échanges crypto. Je dois bien être à 4-5 cartes. 4-5 cartes en magasin. Voilà, est-ce que vous avez juste une carte, le bon vieux compte des familles? Est-ce que vous avez le compte joint avec madame? Toutes ces choses-là, voilà, question à la con, hein, donc ça porte bien son nom.
globalement. Voilà les amis, j'espère que tout cela vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Très bon trading à tous. Ciao.